Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes devant le musée de l'air et de l'espace. Nous allons rencontrer un ancien pilote de Mirage 3 et de Mirage 4 pour Mach1.tv. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de la directrice du musée et de la chargée de la conservation des avions. Allez, c'est parti, on va les rejoindre. Ah, c'est magnifique, c'est juste superbe de vous retrouver ici. Bonjour Madame la directrice. Bonjour. Merci de nous retrouver ici. Du coup, où est-ce qu'on est là? Ça a l'air tout beau, tout neuf. Alors oui, en fait c'est tout beau, tout neuf, mais ça date de 1937 quand même. 1937. Ouais, vous êtes ici dans l'aérogare, qui est le premier aéroport de Paris. Donc vous êtes dans la salle des 8 colonnes. Le tout premier. Cette salle est exceptionnelle puisque c'était l'entrée de l'aéroport. Souvenez-vous, en 1937, en 1950, en 1960, les voyageurs entraient par ici. Ils avaient arrivé, départ, ils allaient directement sur le tarmac et ils pouvaient évidemment aussi découvrir les avions et monter directement dans les avions. Alors nous avons tout refait, 50 travaux. Nous avons aussi restauré cette magnifique horloge. Alors, une petite anecdote pour l'horloge, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on met les villes de destination, pourquoi est-ce qu'on va de Vienne au Caire et du Caire à Tananarive. Eh bien, en fait, c'est parce que ce sont les premières destinations. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des destinations qui viennent un peu de l'époque des empires, tout ça, et la coloniale. Ouais, Saigon, on n'y va plus trop, on y va moins de nos jours. On y va moins de nos jours, New York, mais à l'époque, c'était les premières destinations. Donc, vous aviez Nouméa, Buenos Aires, Rio de Janeiro. Et ça, vous allez le découvrir dans le musée, ce sont les grands raids. Ce sont évidemment ces époques extraordinaires où ils tentaient des liaisons. Et c'est pour ça que nous avons conservé cette magnifique horloge qui, pour nous, est exceptionnelle et bien dans le pendant avec arrivée et départ. Alors, une autre nouveauté aussi, puisque vous voyez qu'on a conservé cet escalier art déco, dont on voit d'ailleurs, quand vous regardez les détails, vous voyez les nœuds marins. Et en fait, c'est très intéressant. Ça me plaît beaucoup parce que quand on imagine le bâtiment, en fait, c'est comme un gros paquebot. L'architecte Labro l'a dessiné, l'a imaginé comme un paquebot et il en a donné discrètement toutes des références. Les marins adorent ça. Ce sont vraiment les nœuds marins. Et je vais vous montrer pourquoi après. Et ensuite, on monte dans la tour de contrôle. Ça, c'est nouveau aussi. C'est le seul musée qui peut vous offrir une visite avec une tour de contrôle. Et c'est la tour de contrôle d'époque, donc la première tour de contrôle de Paris, parce que, comme on disait tout à l'heure, tout le monde connaît maintenant Orly, Charles de Gaulle, mais avant ça n'existait pas, donc c'était Paris de Bourget, c'est ça. Absolument. Et de la vigie, on appelle ça la vigie, le 4e étage, vous avez une vue sur le Sacré-Cœur absolument incroyable. Une des plus belles vues de Paris alors. Une des plus belles vues de Paris est ici. D'autant plus que l'aéroport commercial, l'aéroport d'affaires, évidemment, est un aéroport en fonctionnement et c'est un même des plus importants aéroports d'Europe. Et donc, quand vous êtes tout en haut, vous voyez les avions décoller côté Bourget. Et vous avez les avions du musée côté statique. Ah, donc c'est super. Mais en plus, je pense d'en haut, on doit pouvoir voir Charles de Gaulle. On doit pouvoir... Ah ben, on voit tout. On voit tout. On voit tout. On voit tout. C'est extraordinaire. Donc, je vous propose une petite visite. Avec grand plaisir, parce que ça a l'air assez exceptionnel quand même, tout ça. C'est une période très dense, et c'est pour ça que j'aime bien cette partie-ci avec la période très dense, puisque là, vous avez des exemples des tout premiers ballons, on se souvient de Montgolfier, mais ce que vous avez aussi, c'est une nacelle historique, puisqu'ici, vous n'avez que des pièces historiques, qui a servi pour les premiers ballons qu'on n'arrivait pas tout à fait à diriger.
C'est-à-dire qu'au début, on a plus lourd que l'air, plus léger que l'air. On arrive à les faire s'élever. On arrive un peu à se dire, on va essayer d'atterrir, mais on ne sait pas très bien où, ça dépend des vents. Pas bien maîtrisé, ouais. Et donc, on va inventer le ballon dirigeable. Comment est-ce qu'on va le diriger? Ben, on va lui mettre un système d'hélice et de moteur. Et c'est ça, cette pièce extraordinaire. C'est une des plus grosses hélices de France, là. Alors, ça fait hélice de paquebot, justement. Ah ben complètement, complètement. Donc, elle fait 6 mètres de haut. Donc, on a dû monter la nacelle à 3,50 m pour pouvoir vous la présenter. Mais cette nacelle est exceptionnelle. C'est la toute première nacelle de ballon dirigeable. Elle fait 33 mètres de long. Et elle est en bambou. En bambou. Et elle n'avait pas été présentée récemment parce qu'il a fallu la restaurer. Donc, nous avons travaillé à une restauration de toute la nacelle. Et ce qu'on peut très bien découvrir ici, c'est que vous avez tout le système de la nacelle en bambou. Vous avez tout le système, vous voyez, en métal qui permet, avec le système du moteur, de pouvoir le diriger. Et le gouvernail, c'est l'énorme pièce que vous voyez là dans le fond. Ah ouais, c'est fou. Et là, on voit tout. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et cet espace est tellement grand qu'on trouve finalement qu'il a sa place. Ouais, mais 33 mètres, imaginez-vous. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et donc là, on a représenté en dessous, ce qu'on représente mieux pour le visiteur, c'est avec des maquettes, le visiteur peut mieux se représenter ce qu'était la nacelle. Donc la nacelle de la France, c'est celle-là. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, vous avez uniquement aujourd'hui la nacelle. L'enveloppe, nous ne l'avons plus, parce que ce sont des enveloppes qui étaient évidemment extrêmement fragiles et qu'on n'a pas réussi à conserver. Mais vous voyez très bien qu'on transporte 2-3 personnes. Ouais. Donc, évidemment, c'est un système qu'on doit améliorer. Donc là, on découvre, vous voyez, la demoiselle de Santos-Dumont. Alors, ils n'avaient pas peur à l'époque quand même. Hein. Quand on voit avec des yeux fallait... d'aviateur moderne, tout ça, on se dit, ouh là 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 là. C'est très, très léger. Alors, là aussi, une autre technique, c'est du bois et de la toile. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est comme un tableau, en fait. C'est comme la Joconde. Ouais. Vous avez un treillis, vous avez des lattes de bois, vous tirez une toile, vous l'enduisez un peu de manière à ce qu'elle soit légèrement imperméable, et vous lancez. Vous voyez que les roues, alors ça, c'est des roues évidemment qu'on a dû réadapter, parce qu'on n'a plus les roues anciennes, mais c'est pratiquement des roues de bicyclette. Ouais, donc, c'est vraiment intéressant, parce que tout a été récupéré entre l'utilisation de la toile, l'utilisation des ouais, puis on voit bien justement au niveau des toiles, c'est qu'il n'y a aucune gouverne de direction comme on les connaît maintenant. Non. Donc on jouait en fléchissant en fait la toile, on venait tordre l'aile pour réussir à bouger. Absolument. C'est des concepts qu'on dans l'aviation moderne qui pourraient faire peur, quoi. Mais c'est vrai que ils étaient courageux. Et là, on le voit bien avec les moteurs, que tout l'enjeu était d'avoir un moteur dont on augmentait la puissance. C'est pour ça qu'on les a mis en rotation, ce qu'on appelle le moteur rotatif, le Gnome là-bas, pour essayer de gagner aussi évidemment en poids, puisque c'était la problématique qu'on ne trouvait pas forcément dans l'automobile, mais la problématique dans l'aviation, c'est le poids. Donc si on arrive à avoir un moteur plus léger et plus puissant, eh bien évidemment, ça sera plus intéressant pour la puissance et la rapidité. Ouais, c'est vrai que dans le milieu maritime, c'est la même chose. On n'a pas cette problématique de poids. Non, pas de la même façon. C'est vrai que c'est un peu une spécificité aéronautique. Absolument. Donc sur celui-ci, ce qu'on voit très bien, c'est le travail du moteur rotatif et de l'hélice. Donc cette jonction des deux, avec un monoplan qui est vraiment précurseur de ce qui sera utilisé pour la guerre aérienne. Donc le moteur rotatif, c'est donc un moteur qui tourne, donc qui tourne, donc qui est mis en piston. Ils ne le sont pas tous forcément, mais celui-là, il est mis en ce qu'on appelle le rotatif, c'est-à-dire qu'il tourne en étant l'un autour de l'autre. Ouais. Est-ce qu'ils faisaient des projections d'huile souvent, et d'où le fameux la fameuse écharpe pour les pilotes, pour s'essuyer un peu les lunettes. Souvent les gens demandent d'où est-ce que ça vient. Ça vient à la base de là. Ouais. Alors là, on va vous proposer une transition entre donc, la première, dans cette grande galerie, les débuts de l'aviation, et la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Donc là, on a toute la partie vraiment les pionniers, et là, on est sur la partie plus militaire, je pense qu'on va dire malheureusement, parce que ça a été
Un grand accélérateur pour l'aviation. Absolument, absolument. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc, vous êtes dans une industrie qui se développe et qui est surtout une industrie de loisirs. Industrie de loisirs, industrie d'exploit, on commence à faire à obtenir des coupes, à faire des traversées, et la guerre arrive. En fait, la Première Guerre mondiale est une guerre, il ne faut jamais l'oublier, c'est une guerre d'abord terrestre, et ils ont évidemment une problématique, c'est qu'ils ont du mal à avoir les informations. Donc très rapidement, on est dès 1914, hein, c'est pour ça que nous avons mis les repères chronologiques, l'avion, les tout premiers avions vont être utilisés pour l'observation. La reconnaissance. Donc on va le montrer ici, ça va être la reconnaissance, mais ils vont utiliser aussi les ballons. C'est pour ça qu'on va garder le Zeppelin que vous voyez là-bas, et on a les ballons et quelques avions en reconnaissance. Et c'est comme ça qu'un photographe aussi connu que Nadar peut effectivement d'abord avoir commencé par simplement faire des photographies. On l'avait déjà testé en 1870. D'accord. En 1914, vous avez une accélération. L'armée de l'air n'existe pas, évidemment. Ouais, ça n'existe pas encore. Vous avez la terre et vous avez les marins. Et à un moment donné, ils sont assez limités. Ils se disent, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut qu'on commence à faire évoluer et à armer. Et c'est ce qu'on va appeler en fait vraiment la bascule dans la troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est se dire qu'à un moment donné, les photos sont vraiment évocatrices. Vous avez des avions dont vous voyez très bien qui n'ont pas du tout été adaptés, hein, vous les voyez. Et au début, ils se disent, on va prendre les bombes et on va littéralement les laisser tomber. Et voilà ce qu'ils larguaient. Alors, ils larguaient des bombes, ils larguaient. Et évidemment, ça avait un effet, c'est pas tellement le résultat, c'était la peur psychologique. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous tombait. Death from above, comme disent les Américains. Ouais. Et ça a commencé évidemment à beaucoup perturber, je dirais, l'organisation de l'armée terrestre. Donc vous voyez tous ces exemples malheureusement, l'homme trouve des façons assez rapidement d'améliorer son système. Et la première utilisation de cette aviation naissante et de ces pilotes, dans un premier temps, il ne faut pas l'oublier, c'est pour bombarder. Et vous avez la naissance de ce qu'on appellera les as de la guerre, c'est-à-dire ces pilotes qui ont été formés en quelques semaines, on ne réalise pas toujours, mais ils ont une vingtaine d'années, 20-25 ans, ils sont formés 3 semaines, 4 semaines, et ensuite ils sont envoyés sur ces avions, là c'est l'avion de Rose, et ils sont envoyés, là par contre, ils sont envoyés pour tuer. Ouais. Et ce n'est plus pour balancer les bombes, là c'est pour tirer à la mitraillette. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils ont l'hélice, on va se mettre devant cette vitrine parce qu'elle est vraiment très représentative du problème technique auquel ils sont confrontés, c'est que vous avez des mitraillettes, évidemment vous les voyez issues quasiment de l'armée de terre. Les mettre sur un avion, c'est pas aussi évident, parce que vous avez l'hélice. C'est ça, l'hélice tourne, donc du coup ça pose un souci. Voilà, et donc les premiers se sont pris les ricochets des balles. Ça évidemment, on n'est pas là pour faire tuer soi-même son propre pilote. Donc très rapidement, ils vont travailler à un système de synchronisation entre la synchronisation de l'hélice et la synchronisation de la mitraillette. Ce qui est quand même assez pointu techniquement, parce que ça tourne vite une hélice. Ça tourne vite, ça tourne vite. Et donc, la difficulté au départ, c'est qu'ils sont tout seuls, ils pilotent, ils synchronisent et ils doivent tirer. Ouais. Donc là, à un moment donné, quand les combats aériens, c'est ce qu'on a appelé les combats aériens commencent à se démultiplier, on se rend compte que ça n'est pas suffisant. Et c'est comme ça qu'on va arriver, dès 1917-18, on va arriver à deux personnes sur un avion, le pilote et celui qui gère la mitraillette, qui sera d'ailleurs parfois mise à l'arrière. Le mitrailleur, le NOSA maintenant. Donc là, on voit bien que le souci du détail est partout. Vous avez mis l'avion français dans les 6 heures de l'avion allemand. Donc, Alors, bien sûr, mais c'est vrai que la configuration de cet îlot était vraiment très importante pour nous, parce que là, on arrive dans ces années 2017-2018. Vous voyez absolument la différence, en fait, entre les avions français, les avions allemands, vous avez un avion anglais aussi, n'ont pas forcément toujours fait le même choix. Vous avez un biplan, vous avez un monoplan, vous avez un autre biplan. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes moteurs, pas les mêmes hélices, et surtout pas la même technique de vol.
Certains vont aller en technique vol en altitude et en piqué, et d'autres en force et en rapidité. Et quand on voit, et on en retrouve encore maintenant des films sur ces fameuses batailles des as de la guerre, en fait, il faut bien voir qu'ils sont formés quelques semaines, qu'ils sont envoyés et qu'ils sont évidemment dans une situation où malheureusement certains ne reviendront pas. Ce que vous pouvez voir sur celui-là, vous voyez la tourelle avec la mitraillette double. Là, on voit bien qu'on a un peu changé. On a évité la problématique de l'hélice et on a deux personnes. On a le pilote et le tireur. Et puis on voit qu'on est vraiment sur de l'armement qui s'utilise d'habitude au sol, mais on n'est pas sur des vitesses d'évolution des avions qui rendent cet armement impossible à utiliser. Donc non, absolument. Oui, simplement, la vitesse, évidemment, devient l'enjeu. La vitesse, la rapidité et la maniabilité. C'est-à-dire qu'il fallait que l'avion réagisse rapidement pour qu'on puisse esquiver si un autre avion, un avion ennemi arrivait et qu'on puisse rapidement décoller, atterrir et manier. Et ça, on est vraiment là en une grande galerie. On est parti de l'aérostation, on est arrivé à la fin de la première guerre et on se prépare en réalité à cette transition qui sera les années qu'on appellera un peu d'ailleurs les années folles, l'entre-deux-guerres, cette période où vous aurez tous les grands raids et je vais vous emmener dans l'exposition temporaire et je vais vous faire découvrir quelques réalisations assez exceptionnelles. Vous vous trouvez à l'entrée de l'exposition Bijoux de mécanique. On a fait travailler un artiste en résidence qui est un photographe belge, Axel Ruomoli. Sa particularité, il l'explique très bien, c'est de travailler une sorte de pochoir photographique. Vous connaissez les pochoirs de C215, on a fait une grande exposition avec lui. En fait, il prend l'objet, il le met dans le noir avec un temps de pause assez long et il rajoute des flashs successifs. Et ce travail de flash successif, qui peut lui prendre plusieurs heures, va commencer à dévoiler les objets. Et ce qui nous a intéressé dans son travail, c'est qu'en dévoilant l'objet, il dévoile en fait les matériaux utilisés. Donc, je vais vous présenter 2-3 exemples où vous verrez que la manière dont l'objet réagit, le métal n'a pas la même couleur que le tissu, n'a pas la même couleur que le plastique ou que la résine. Et donc, vous allez redécouvrir des objets que vous venez de voir, mais que vous n'auriez peut-être pas vu de la même façon. Ça donne vraiment une impression, ça donne une impression assez incroyable. D'ailleurs, se rapprocher un petit peu, regarder de travers, parce que ça fait une impression... de profondeur aussi. En fait, ça paraît même plus net que s'il était devant nous, le moteur. C'est ça qui est... C'est extraordinaire. Et donc, on a joué sur ces questions de photographie. C'est sur du papier canson mat, ça c'est très important aussi. L'objet, et on y a ajouté aussi des témoignages. On a le témoignage de Thomas Pesquet, par exemple. On a réussi à le choper juste avant qu'il parte dans l'espace. C'était moins une, mais on l'a eu. C'était moins une. Donc celle-ci, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est arrêté devant cette pièce dans la Grande Galerie, dans la période des pionniers. Vous vous souvenez? On s'est arrêté devant et en général, on s'arrête devant, on trouve l'objet extraordinaire et on n'a pas cette vision du bleu, blanc, rouge comme ça. Et ça, c'est son travail qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il rend vraiment les couleurs extrêmement vives. Ah, c'est superbe. Et là, on va aller vers l'oiseau blanc, parce que ça, c'est une pièce absolument exceptionnelle, puisque c'est le train d'atterrissage. Alors, en temps normal, le train d'atterrissage de l'oiseau blanc est présenté dans la galerie de l'entre-deux-guerres, puisque c'est une pièce qui est vraiment symbolique de cette transition. On va se lancer dans les grandes traversées. On n'est pas sûr de soi, d'ailleurs, ils n'y arriveront pas, mais on s'allège au maximum. Donc, en décollant, on décroche le train d'atterrissage. Et c'est comme ça que le train d'atterrissage, on l'a récupéré ici. C'est tout ce qui reste de l'oiseau blanc. Mais c'est tout ce qui reste de l'oiseau blanc. Alors on cherche toujours l'oiseau blanc, mais c'est tout ce qui reste de l'oiseau blanc. C'est vraiment très touchant. C'est le vrai train de l'oiseau blanc. C'est le vrai train. Qu'ils ont touché lors de l'après-vol avant de partir et de disparaître. Je défie quelqu'un de me dire ce que c'est. Et pourtant, vous l'avez vu dans tous les films américains.
Ah mais je vais tricher, je l'ai vu déjà sur les réseaux sociaux juste avant. Mais, elle est extraordinaire. C'est superbe. Ouais. Elle est extraordinaire. Et ça, une photo comme ça, tout est dit. Là, vous êtes dans un transal, vous êtes prêt, vous attendez le signal et vous allez sauter. On a presque l'odeur. Et on a presque tout. On a presque l'odeur. Là, vous avez un cockpit. Là, on revient. Il est beau. Première guerre, il est beau. Hein. 2 Voitine D530. Ah oui. Okay. Et ce qui est intéressant dans celui-là, alors évidemment tous les spécialistes le voient tout de suite, vous voyez tous les détails et surtout vous réalisez à quel point ils voyagent avec des instruments mais minimalistes. Parce que, ils ont très peu. Donc en gros ils ont un anémomètre, altimètre, ils ont vraiment très peu. Le vario, l'huile, en kilogrammes, ça doit être une pression de, je ne sais même pas ce que c'est. Mais avec un détail la vitesse, exceptionnel. donc on est sur des vitesses quand même assez lentes, hein, ça, jusqu'à 300 km/h. Ah bah oui, bien sûr. Alors on n'est pas du tout encore sur la période des pilotes des avions de chasse, mais ce qu'on aime beaucoup aussi, vous voyez, il fait ressortir tous les métaux, et donc vous êtes sur du cuir aussi. Métal, cuir, c'est vraiment extraordinaire. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, puisqu'on a fait l'altimètre. L'altimètre est superbe. Ouais. Et donc là, on finit avec encore le 760. Ville de Colvizy. Ah oui, donc ça c'est une autre partie. C'est pas de là que sautent les parachutistes, mais. Oui, absolument. Et pareil, on a une petite surprise pour vous, parce qu'on a le Ludion. Regardez. Oula, oui. Là, oui, là c'est presque du James Bond. Là, on est dans la bande dessinée. Là. Oui. Et ce qui est très amusant avec le Ludion, vous voyez la photo qu'il en fait. Alors là, c'est. La photo est magnifique. Ouais. C'est extraordinaire. Et là, c'est des tentatives en fait d'essayer de trouver des systèmes où on essayait de passer un obstacle avec un système. C'est l'ancêtre du jetpack en fait. C'est le jetpack qu'on voit maintenant, ou même il y a quelques jours, il y avait First Man. On voit, ils font des essais un petit peu comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est quand on met l'objet face au travail d'artiste, il y a un côté humain qui est vraiment intéressant. Et là, vous êtes sur d'autres types de matériaux, notamment les matériaux composites. Avec le siège. Je trouve que la photo se fait vraiment jetpack. Ouais. C'est extraordinaire. Il y en a qui n'avaient pas peur. Donc voilà un peu ce que vous pourrez découvrir dès qu'on va ouvrir le musée. Ah bah super. Voilà. Encore merci pour cette mise en avant du musée. C'était super. Moi je me rappelle avoir fait des visites où toute cette partie-là était encore pas du tout mise en avant. Donc c'est vachement agréable de voir la nouvelle entrée. Et puis, il n'y a plus qu'à aller découvrir l'autre partie, du coup. Avec grand plaisir.